Bonjour. Oui, je sais, ces temps-ci, j'enregistre beaucoup avec la caméra HD, ben, HD, mais c'est parce que j'ai pas vraiment le temps avec le 386, puis celui-ci, vraiment d'enregistrer sur cassette, puis j'ai d'autres projets qui tournent en arrière-plan. Je fais beaucoup de choses sur certains sites, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc, je vais nettoyer cet ordinateur-là. Donc, j'ai terminé de nettoyer le 386. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, le 386 est presque terminé. Il ne me reste que deux choses à faire. Et je m'en préoccuperai d'ici peu. Mais là, pour le moment, j'aimerais bien pouvoir nettoyer celui-ci avant de passer à autre chose. Donc, cet ordinateur, j'ai pas beaucoup d'indications c'est quoi. Je sais que c'est un IBM Aptiva de 1994. Je crois que je l'ai ici. Je vois pas de model number. Ah, ici, 27FSLC. Je vérifierai c'est quoi comme type. Parce que cet ordinateur-là, comme beaucoup d'IBM, est un peu spécial. Comme je vais vous dire une chose, j'ai été vraiment surpris. Cet ordinateur-là est un ordinateur de type AT. Donc, pour ceux qui connaissent, les ordinateurs de type AP n'ont pas les blocs d'alimentation pour pouvoir supporter la CPI. La CPI, entre autres, ce que ça permet de faire, c'est que Windows peut dire à l'ordinateur de s'éteindre sans appuyer sur le bouton. Sauf que cet ordinateur-là, sur Windows 95, est capable d'éteindre le bloc d'alimentation sans que j'appuie sur le bouton. Je comprends vraiment pas ce qu'IBM ont fait pour que ça fonctionne, mais cet ordinateur-là fonctionne comme un ordinateur, comme s'il y avait un bloc d'alimentation ATX. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Donc, on va commencer par le nettoyer. Je vais retirer le couvercle. Le couvercle aussi aura besoin d'être nettoyé. Ici, il manque un panneau avant. Ce panneau est supposé cacher le lecteur de disquette et le lecteur CD-ROM. Puis sur ce panneau, il est supposé être écrit IBM Aptiva, puis d'autres choses. Donc, je l'ai pas, malheureusement, mais le plus important, c'est la machine. Il faut dire que la machine reste encore très jolie, malgré le fait qu'elle n'ait pas son petit panneau avant. Donc, pour ouvrir, c'est très simple, j'ai même pas vu de vis, je sais même pas comment il s'est fixé, ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre les mains en dessous. Ici, on a deux trous, puis on tire. Voilà. On a l'intérieur. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je crois que non. Mais je vous en dirai pas trop parce que ça va être dans la vidéo de présentation de cet ordi. Je vais juste vous montrer un petit peu tant qu'à y être. Donc, on a un 486 DX2 sans cache L2 malheureusement. 16 MB de mémoire de la EDO 72 broches. Une carte graphique Cirrus Logic et une carte son Sound Blaster 16 Value. Modèle CT2770 pour ceux qui connaissent les numéros. Et un bon vieux modem. On a un lecteur CD-ROM 2X. Un lecteur de disquette 1.44 MO et caché tout en dessous, on a un disque dur Maxtor de 540 mégaoctets. Oui, des mégaoctets. Donc, j'ai testé, puisque je voulais tester d'autres choses avec cette machine-là, avec un autre disque dur, parce que ce disque dur-là, je vais falloir que j'y fasse une image, parce qu'on dirait que c'est l'installation originale pour le IBM Aptiva qu'il y a dessus, puisqu'il y a les programmes pour le IBM PS1 par exemple. De ce que j'ai vu, ça semble être le descendant des PS1. Donc, puisque les vidéos que j'ai vues sur internet, des modèles qui ressemblent beaucoup à celui-ci, sont des PS1. Donc, je sais pas comment IBM faisait leur lignée d'ordinateurs à l'époque, mais celui-ci semble être un descendant des PS1. Donc, il y a des programmes pour PS1 à l'intérieur. Il y a de l'air à avoir celui qui s'occupe du bloc d'alimentation, comme je vous ai dit, qui permet d'éteindre l'ordinateur, comme si on était sur du ATX, alors que l'ATX n'existait même pas à l'époque. Du moins, pas de ce que je sais. Donc,
Je vais commencer à le démonter, je vais vous montrer un peu l'avancement du démontage et le nettoyage aussi, parce que je fais ça pour ça, pas juste pour le démonter. Puis IBM, c'est qui a eu la brillante idée de mettre des vis plates? Franchement, faut que je dévisse tout le boîtier avec un tournevis plat. Bon, ok, pour pouvoir juste accéder au disque dur, il faut enlever les cartes d'extension, dévisser la vis qui est à l'arrière ici, dévisser deux vis à l'avant, puis il faut ensuite déconnecter la carte d'extension des ports ISA, lever tout ça, le bouger dans tous les sens pour pouvoir enfin retirer cette cage de disque. Wow, bravo IBM, bravo. Wow. Bon, wow. Si vous voulez accéder au disque dur, là, je dis juste le disque dur, là, c'est supposé être une affaire simple à faire, là. Vous êtes obligé de retirer le lecteur de disquette, de retirer les cartes d'extension, de dévisser deux vis à l'avant, de dévisser une vis à l'arrière, de tirer sur le tout, puis là, après ça, vous vous retrouvez avec ce gros assemblage-là. C'est tellement bizarrement fait. Ah, puis pas oublier, hein, encore mettre des vis à tête plate. Merci IBM, c'est dur de faire ces vis-là avec un tournevis à tête plate. Même leurs câbles IDE puis disquettes sont bizarres. Regardez ça, ça part de la carte ici, puis c'est séparé en deux dès le début. La même chose pour le lecteur de disquette. Puis en plus, là, pour le lecteur de disquette, on n'a pas le nouveau connecteur, le vieux, plus un nouveau en dessous. Non, 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 on a juste le nouveau puis le vieux. Si on veut installer un deuxième lecteur de disquette avec un adaptateur 5 pouces vers 3 pouces, on peut même pas. Je pense que j'ai trouvé comment ce qu'ils font pour avoir le bloc d'alimentation qui s'éteint tout seul. Regardez, on a le fil mauve, jaune et noir qui s'en vient se brancher ici à partir du bloc d'alimentation. Ça doit être ça qui contrôle l'intérieur. Ça veut dire qu'on est encore pris avec un bloc d'alimentation propriétaire que s'il brise, je pense que je pourrais même pas en mettre un autre. Note pour moi-même, les connecteurs frontaux, les deux DEL sont dans l'ordre suivant. Le vert proche du processeur, le jaune proche du haut-parleur. Pour le bouton d'allumage, le noir est sur le bord du bloc d'alimentation. Bon, j'ai nettoyé pas mal plus que ce que je pouvais. Il va encore rester un peu de poussière sur la carte mère parce que je veux pas nécessairement appuyer fort là où il y a des petites pièces. Donc je les ai juste passé un tout petit peu comme ça avec un linge. Donc ça va être pas mal le plus propre que ça va être. Donc voilà, ça tremble. Je sais pas c'est quoi cette petite puce là ici. C'est certainement pas la cache. Mais c'est peut-être pour la mémoire, je sais pas. Donc voilà, tout est propre. On a ici un EEPROM dans le fond. On va rebrancher le bloc d'alimentation. Donc le petit câble spécial IBM. Voilà. Et le connecteur AT. Petit truc pour ceux qui s'amusent avec des ordinateurs. Si vous voulez vous amuser avec un ordinateur AT pour la première fois, faites attention. Pour le bloc d'alimentation, il faut que les fils noirs soient dans le milieu pour qu'ils soient branchés comme il faut. Donc comme ici, vous pouvez voir, là, il est branché comme il faut. Si je les inverserais, là, ce serait mal branché. Il faut absolument que les fils noirs soient dans le milieu. Donc voilà,
j'ai terminé de le nettoyer. Vous pouvez voir ici le capot est en meilleur état, du moins si la caméra vous le permet. Et l'intérieur est terminé d'être nettoyé. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à faire 2-3 petites choses avec cette machine, comme par exemple copier les fichiers importants, parce qu'il y a des fichiers spéciaux pour cette IBM, donc il faudra que je m'en occupe plus tard. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo du nettoyage du IBM Aptiva. Entre temps, j'ai pu trouver le numéro d'identification et c'est un IBM Aptiva 2411, je crois, ou 2144, un des deux, je me mélange dans les chiffres. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.